J'ai payé pour le mariage somptueux de ma sœur. Mais lorsque ses beaux-parents m'ont désinvité, j'ai discrètement annulé tous les prestataires. Ils l'ont découvert lorsque les invités sont arrivés sur un lieu vide et fermé à clé. Je m'appelle Adrien. J'ai 34 ans, et je suis le réparateur désigné de ma famille depuis que je suis assez grand pour comprendre le sens de ce mot. Vous connaissez le genre, celui qui intervient discrètement avec un chéquier lorsque les choses tournent mal, qui lisse les querelles, qui arrive toujours même lorsque personne d'autre ne le fait. J'ai passé des années à remplir ce rôle, non pas parce que je voulais des louanges ou de la reconnaissance, mais parce que je croyais honnêtement que c'est ce que faisait une famille, vous vous souteniez mutuellement, même lorsque ce n'était pas pratique surtout dans ces moments-là. Cette croyance est restée avec moi-même après des années à être la personne dont on ne se souciait pas, l'invité supplémentaire sur chaque photo de famille, coincé au bord, à moitié coupé, tandis que ma sœur cadette, Émilie, se tenait en plein centre, flanquée de maman et papa, comme si elle était le soleil autour duquel nous tournions tous. Émilie est l'enfant d'or, ça a toujours été le cas. Depuis son plus jeune âge, le récit familial a orbité autour de ces étapes importantes, son récital de ballet, ses notes, ses acceptations universitaires, ses relations. Lorsqu'elle s'est fiancée à Jordan, un homme d'une famille fortunée dont le nom de famille avait du poids dans leurs cercles sociaux, c'était comme un couronnement. Soudain, tout est devenu une question d'impressionner son entourage. Ma mère était aux anges. Elle a parlé de connexion, de la façon dont ce mariage serait une déclaration, de la façon dont nous devions montrer que notre famille pouvait suivre le rythme. Je suis resté principalement silencieux, hochant la tête lorsqu'on me le demandait, aidant autant que possible. Je ne voyais pas l'intérêt de faire des vagues. J'ai été le premier qu'Émilie a appelé lorsque les fiançailles ont été officielles non pas pour s'extasier, ni pour me demander de faire partie de la fête de mariage, mais parce qu'elle avait besoin d'aide pour la compte du lieu. C'est juste pour bloquer la date, a-t-elle dit. Les parents de Jordan couvrent le reste. Vous récupérez votre argent. Elle ne m'a pas demandé si j'étais d'accord. Elle savait que j'avais l'argent. J'avais toujours l'argent. Et comme un imbécile, je lui ai transféré $8 000 le soir même. Ensuite est venu le traiteur. Un changement de dernière minute. Apparemment, le prestataire initial n'était pas assez prestigieux. Elle m'a appelé à 22 heures, en pleurant, disant que la mère de Jordan avait menacé de déplacer le tout dans un country club si la nourriture ne correspondait pas à leurs normes. J'ai couvert la différence aux $4 500 de plus. Puis le photographe, puis le fleuriste, puis l'installation audio pour la cérémonie. Quelque chose au sujet des quatuors à cordes nécessitant des micros spéciaux. Morceau par morceau, le mariage a commencé à ressembler davantage à un gala royal qu'à tout ce qu'Émilie aurait pu imaginer par elle-même. Et j'ai continué à payer. Je ne me suis même pas posé de questions avant d'entendre maman se vanter lors d'un appel de groupe familial. Elle racontait à quel point Émilie avait de la chance que la famille de Jordan soit si généreuse, comment ils étaient vraiment intervenus, et comment elle ne pouvait pas croire quel cadeau incroyable ils offraient à sa fille. J'ai attendu que quelqu'un mentionne mon nom. Ils ne l'ont pas fait. Je n'ai rien dit. Ce silence est devenu une habitude. Je n'ai pas été invité à la dégustation, ni à l'essayage de la robe, ni au dîner de répétition. Lorsque j'ai posé la question à maman, elle m'a donné des réponses vagues. Oh, c'est juste pour les familles immédiates, a-t-elle dit une fois. Une autre fois, vous n'apprécieriez pas ces choses, Adrien, c'est tout du non-sens frivole. Je me suis dit que je m'en fichais, je n'étais pas là pour les louanges. Mais quand même, ça piquait. Puis, 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu un texto, pas un appel, pas une conversation, juste un message plat et clinique de ma mère, tu ne viens pas au mariage. Les beaux-parents d'Émilie pensent qu'il vaut mieux que tu ne sois pas là. Pas de rancune. J'ai regardé mon téléphone pendant 1 minute entière avant que cela ne s'enregistre. Je pensais que c'était une blague, une étrange façon maladroite de dire que je n'avais pas besoin de porter un costume ou quelque chose comme ça. Mais non. Je l'ai appelé directement sur la messagerie vocale. J'ai appelé Émilie, même chose. Je leur ai envoyé un texto à toutes les deux, rien. 3 heures plus tard, j'ai reçu un suivi de maman, veuillez respecter leurs souhaits. Ce n'est pas personnel. Pas personnel. Je suis resté dans le noir un moment après ça, le téléphone toujours à la main, réfléchissant à chaque dollar que j'avais envoyé, à chaque événement dont j'avais été exclu, à chaque fois que j'avais avalé cette petite voix dans ma tête qui chuchotait que quelque chose n'allait pas. Je me suis souvenu de la première fois qu'Émilie m'a emprunté de l'argent où elle avait 20 ans et était en retard sur son loyer. Je n'ai même pas cligné des yeux.
Ou la fois où notre père avait besoin d'un nouveau chauffe-eau, et je l'ai payé parce que le chèque de son travail saisonnier n'était pas encore arrivé. J'ai pensé à tous les anniversaires que j'ai passés seuls parce qu'ils étaient occupés, ou en voyage, ou tout simplement avaient oublié. Et je me suis souvenu du message vocal de ma tante l'année dernière, celui où elle a dit « Tu soutiens vraiment cette famille, tu sais ça ?» Drôle, je n'étais même pas assez bien pour l'arrière-plan d'une photo. J'ai répondu au texto « Copier ». C'est tout ce que j'ai dit, pas d'argument, pas de culpabilité, pas de supplication pour l'inclusion, juste un accord silencieux. Et puis je suis allé sur mon ordinateur portable. La première chose que j'ai faite a été d'appeler le lieu. La réservation était à mon nom, j'avais été celui qui avait signé le contrat et fait la compte. Je leur ai demandé ce qui se passerait si j'annulais. Ils ont été polis, un peu confus. Vous êtes largement dans les délais, ont-ils dit. Il y aurait un remboursement partiel, mais la date serait libérée immédiatement. Je l'ai annulé. Ensuite, le traiteur, même situation. Ils avaient ma carte enregistrée, ma signature. J'ai demandé les conditions d'annulation. J'ai également obtenu un remboursement partiel là-bas. Photographe parti. DJ fait. Fleuriste, ils étaient en fait soulagés. Apparemment, Émilie avait modifié les arrangements tous les 2 jours, et ils commençaient à perdre patience. Au moment où j'en ai fini, tout ce qu'ils pensaient être verrouillé avait disparu. Mais je ne leur ai rien dit. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste laissé le silence s'étendre. Quelques jours se sont écoulés, puis une semaine. Le mariage était prévu pour samedi. Je savais qu'il finirait par le découvrir, mais pas de moi. Je me suis dit qu'il serait soit trop distrait pour le remarquer, soit trop arrogant pour imaginer que j'allais vraiment partir. C'est ça, être celui sur qui on peut compter, les gens supposent que vous continuerez à venir, peu importe combien de fois ils vous ferment la porte au nez. Le silence était presque paisible jusqu'au jour du mariage. Ce matin-là, je suis allé me promener, j'ai laissé mon téléphone derrière moi, pas de nouvelles, pas de médias sociaux, juste le bruit des feuilles craquant sous mes pieds et le bourdonnement lointain de la circulation. J'ai pris mon temps pour revenir. Je voulais la distance, je voulais l'espace entre moi et le chaos qui se déroulait, car je savais que quelque part, en ce moment même, les invités arrivaient à un lieu fermé à clé, sans chaise, sans nourriture, sans musique, sans fleurs. J'ai imaginé la mère de Jordan qui s'impatientait, Émilie qui pleurait, ma mère qui essayait de me joindre, sa voix tendue de rage et de désespoir. Lorsque je suis finalement rentré à la maison, mon téléphone vibrait sur le comptoir, 67 appels manqués, 43 messages, 6 messages vocaux. Le message du haut provenait de ma mère, « Adrien, qu'as-tu fait ? Les gens arrivent, et il n'y a rien ici. Le lieu est fermé à clé. Il n'y a pas de nourriture. Personne ne répond. Appelle-moi. » En dessous, Émilie a écrit, « Ce n'est pas drôle. Répare ça. » Puis Jordan, « Mes parents sont furieux. Tu ferais mieux d'espérer que je ne te vois pas aujourd'hui. » Je ne leur ai répondu à aucun d'eux. Je me suis juste assis au bord de mon lit, regardant le flot de notifications comme si elles étaient écrites dans une autre langue. Toute cette urgence, toute cette préoccupation soudaine, où était passée cette énergie lorsque l'on m'a poliment dit que je n'étais pas le bienvenu au mariage de ma propre sœur? Le premier message vocal était de nouveau ma mère, paniquée. Elle semblait marcher en le laissant, « Adrien, je ne sais pas ce que tu penses faire, mais ce n'est pas normal. Des gens ont pris l'avion pour ça. Comprends-tu à quel point c'est mauvais? Nous avons besoin que tu appelles le lieu maintenant. » Le second était Émilie, sa voix tremblante de fureur à peine contenue, « Je n'arrive pas à croire que tu me ferais ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu ruines le jour le plus important de ma vie. C'est dégoûtant, Adrien. » J'ai failli rire. Tout ce qu'elle a fait pour moi. Mon pouce a survolé le message vocal suivant mais n'a pas appuyé sur lecture. J'avais le sentiment que ce serait la même chose, culpabilité, indignation, tentative de tordre la situation comme si j'étais le méchant pour ne pas avoir financé silencieusement toute la fantaisie et puis avoir disparu comme un bon petit guichet automatique. Mais je n'étais plus en colère. C'était la partie étrange. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti léger, calme, comme si un poids avait enfin été déposé après des années à le porter sur mon dos. Il ne s'agissait pas d'argent, pas vraiment. Il s'agissait d'être traité comme un être humain, avec des limites, avec des sentiments, avec une valeur qui dépasse mon compte bancaire. Je me suis préparé une tasse de café et je l'ai emporté sur le petit balcon de mon appartement. Le soleil était haut, l'air vif et clair.
Je pouvais entendre la circulation au loin, l'agitation tranquille d'un samedi qui, pour la plupart des gens, était juste un autre jour. Pour moi, c'était comme une réinitialisation. À midi, les appels ont recommencé. La liste des invités devait être arrivée au lieu à ce moment-là, et toute l'ampleur du désastre avait finalement été comprise. Quelques personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont envoyé des messages, principalement des cousins et de la famille élargie. Certains ont demandé ce qui se passait, d'autres ont exigé des explications, un ou deux m'ont même accusé d'avoir ruiné la vie d'Émilie. Mais ensuite, j'ai reçu un message de ma tante Carla, la sœur de mon père, l'une des rares personnes qui m'avait toujours traité avec gentillesse. Son message disait simplement « J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis tellement désolé qu'il t'ait traité de cette façon. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » C'est le seul auquel j'ai répondu. En fin d'après-midi, les choses se sont détériorées publiquement. Des photos ont commencé à apparaître en ligne des invités en costume et en robe de cocktail debout devant un lieu fermé à clé. Quelqu'un avait pris une photo du panneau « Fermé pour événements privés », encore collé à la porte, intact. Un autre avait filmé Jordan se disputant avec ce qui ressemblait à un agent de stationnement. Il n'y avait pas de camion de nourriture, pas de décoration, pas de musique, juste de la confusion et une frustration croissante. Un ami du lycée à qui je n'avais pas parlé depuis des lustres m'a envoyé un lien vers un article Facebook d'un parent de Jordan. C'était une longue diatribe en colère sur les familles prétentieuses, sur la façon dont certaines personnes ne peuvent clairement pas organiser un vrai mariage, et sur la façon dont certaines personnes ont saboté une belle journée parce qu'elles ne pouvaient pas supporter de ne pas être le centre de l'attention. Je ne me suis même pas donné la peine de répondre. Laissez-les construire l'histoire dont ils avaient besoin pour se sentir justes. Mais ensuite, vers 17h12, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. C'était maman. Adrien, a-t-elle dit, sa voix mince et rauque, nous devons parler. Il n'y avait pas de chaleur dans son ton, juste de l'urgence, peut-être même du désespoir. Je suis resté silencieux. Nous sommes à l'hôtel maintenant, a-t-elle poursuivi. Émilie est hystérique. Les parents de Jordan sont furieux. C'est un désastre. Tu ne peux pas simplement disparaître et nous laisser comme ça. Pourquoi ferais-tu quelque chose d'aussi cruel? J'ai lentement expiré, serrant le téléphone plus fort que nécessaire. Vous avez dit que je n'étais pas invité, ai-je dit calmement. J'ai respecté ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-elle rétorqué. Tu savais que ce n'était pas personnel. C'était personnel pour moi. Il y a eu une pause, une longue pause. Je pouvais entendre des voix étouffées en arrière-plan, peut-être Émilie qui criait, peut-être quelqu'un qui pleurait. Puis maman a dit, tu n'avais pas à tout détruire. Je n'ai rien détruit, ai-je répondu. J'ai juste arrêté de payer. Un autre silence. Puis, presque à voix basse, Adrien, il pense que tu as fait ça pour la punir. J'ai laissé ça planer dans l'air un instant. Non, ai-je dit, c'était moi qui enfin me choisissais. Elle a commencé à répondre, mais je l'ai interrompue. Maman, je n'ai rien dit lorsque tu m'as exclu de tout, ni la dégustation, ni le dîner de répétition, ni même une place au mariage. J'ai donné de l'argent, j'ai donné du temps, j'ai donné du soutien, et en retour, j'ai reçu un texto me disant que j'étais un inconvénient à éliminer. Ce n'était pas moi. Vous avez signé votre nom dessus. Elle s'est tue à nouveau. Tu ne décides pas quand j'ai de l'importance et quand je n'en ai pas, ai-je dit. Tu ne peux pas t'utiliser comme une ressource et puis me jeter comme des déchets. Je suis ta mère, a-t-elle dit doucement. Et je suis ton fils, ai-je répondu. Drôle comment cela ne semble avoir d'importance que lorsque je paie la facture. Sa voix s'est un peu brisée après ça. Adrien, que devons-nous faire maintenant? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis juste arrêté pour regarder l'horizon de la ville, regardant le soleil se coucher derrière les bâtiments, le ciel prenant cette couleur or foncé qui m'a toujours fait sentir à la fois petit et ancré. Finalement, j'ai dit, je ne sais pas, maman, mais je ne serai plus votre filet de sécurité. Puis j'ai raccroché. Je savais que ce n'était que le début, qu'il y aurait des retombées, que la famille de Jordan s'aggraverait, qu'Émilie crierait, que maman entrerait en spirale. Je connaissais l'histoire qu'il raconterait à mon sujet, le frère aîné maléfique qui a ruiné le conte de fées. Mais pour une fois, je m'en fichais. J'avais enfin tracé une ligne, et le véritable règlement de compte n'avait même pas commencé. Les appels n'ont pas cessé. Ils ont ralenti, bien sûr,
se sont transformées de véritables tempêtes d'appels paniqués en tentatives plus calmes et plus stratégiques, mais ils n'ont pas cessé. Le père de Jordan m'a laissé un message vocal le lendemain calme, froid, quelque chose au sujet des ramifications légales et de la violation d'un accord verbal. C'était drôle, d'une manière amère. Je pouvais pratiquement entendre le club de golf dans sa main pendant qu'il le dictait, comme si j'étais un prestataire sous-performant, pas un être humain qui avait personnellement financé la fantaisie dans laquelle son fils s'était marié. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bronché non plus. Laissez-les me poursuivre pour avoir annulé des choses que j'ai payées sous mon nom, avec ma carte. Laissez-les expliquer à un avocat comment ils ont désinvité l'homme qui a financé toute l'opération, puis ont supposé qu'il se présenterait quand même silencieux, invisible et obéissant, comme un chèque qui se signe lui-même. J'ai passé la semaine suivante loin des médias sociaux, loin des discussions familiales, loin de tout. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de distance. Je suis resté dans le coin, je suis allé au gym le matin, j'ai lu dans les cafés, j'ai fait des promenades plus longues pour rentrer chez moi. Personne ne m'a reconnu, et j'aimais ça. C'était propre, comme si je me rinçais des années de résidus accumulés, me débarrassant de l'identité qu'ils avaient créée pour moi, la banque, le frère en arrière-plan, le fils silencieux. Mais le silence a une durée de vie limitée, et le 6e jour après l'implosion du mariage, ce silence s'est brisé. C'était le soir. Je venais de m'asseoir avec une assiette de plats à emporter lorsque mon avertisseur sonore s'est déclenché. Je ne m'attendais à personne. L'immeuble a une caméra à la porte d'entrée, alors j'ai allumé l'écran, m'attendant déjà à moitié à un livreur qui s'est trompé d'appartement. C'était Émilie, les cheveux attachés en un chignon désordonné, le maquillage maculé, les bras croisés fermement contre sa poitrine comme si elle se retenait avec une pure volonté. Son téléphone était serré dans une main, l'écran toujours allumé, comme si elle avait relu quelque chose encore et encore. Je n'ai pas bougé. Elle a sonné à nouveau, puis une 3e fois. Puis elle a levé les yeux vers la caméra. « Adrien » a-t-elle dit, sa voix à peine audible par le haut-parleur, « je sais que tu regardes. » Je suis resté figé. Je ne savais pas ce que je ressentais, pas de la colère, exactement, et pas de la sympathie non plus, juste un mélange lent et bouillonnant de confusion, de détachement et de quelque chose de pointu que je ne pouvais pas nommer. « J'ai besoin de te parler » a-t-elle dit, sa voix craquant légèrement. « S'il te plaît. » Après un moment, j'ai appuyé sur le bouton. La porte s'est ouverte. Quelques minutes plus tard, elle se tenait dans mon couloir, les bras toujours croisés, les yeux se baladant comme si elle ne reconnaissait pas vraiment l'espace. Je ne lui ai pas offert de siège. Je ne lui ai pas offert d'eau. Je me suis juste appuyé contre le mur et j'ai attendu. Elle n'a pas parlé tout de suite, elle m'a juste regardé. « Tu l'as vraiment fait » a-t-elle finalement dit, presque avec émerveillement. Je n'ai rien dit. « Tu as vraiment tout annulé. » Ouais. Tu ne nous as même pas prévenus. Tu m'as dit que je n'étais pas le bienvenu. Sa bouche s'est contractée. Je ne pouvais pas dire si c'était de la frustration ou de la culpabilité. Ce n'était pas moi. C'était maman. Tu ne l'as pas empêchée. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ce n'est pas comme si je pouvais. Tu aurais pu m'appeler. Tu aurais pu m'envoyer un texto. Tu aurais pu dire, Adrien, je veux que tu sois là. Mais tu ne l'as pas fait. Elle a baissé les yeux. Je pensais que tu viendrais quand même. Cela m'a piqué plus que je ne voulais l'admettre, non pas parce que j'y avais pensé, je ne l'avais pas fait, mais parce que cela a confirmé quelque chose que je soupçonnais depuis longtemps, il ne me voyait pas comme une personne ayant des limites, juste une garantie, le type qui arrive, qui paie, qui se tait. As-tu jamais eu l'intention de me rembourser, ai-je demandé, la voix plus calme maintenant. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, non. Simple, honnête, horrible. J'ai lentement expiré. Alors, que fais-tu ici, Émilie ? Ses yeux se sont levés vers les miens. Je ne sais pas. Il y a eu un long et lourd silence entre nous. Je l'ai regardé, j'ai vu la légère contraction de sa mâchoire, le stress, la honte, l'orgueil têtu qui luttait pour ne pas se briser. Elle avait l'air plus petite en quelque sorte, non pas physiquement, mais en présence. La fille qui commandait autrefois chaque pièce dans laquelle nous entrions, qui faisait tourner les têtes et utilisait l'attention comme un projecteur, se tenait maintenant devant moi, diminuée ou non pas vaincue, mais réelle. Le regrettes-tu, ai-je demandé. Elle a sursauté. Quoi ? Le mariage ? Non, le texto.
sa lèvre a tremblé pendant une seconde. Je ne l'ai pas écrit, Adrien, mais j'ai laissé faire. C'était le plus près que j'allais obtenir d'excuses. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Elle a finalement fait un pas en avant, comme si elle allait dire quelque chose de plus, mais ensuite son téléphone a vibré. Elle a jeté un coup d'œil, ses yeux scannant le message qui venait d'arriver, puis elle a levé les yeux à nouveau. La famille de Jordan pense que tu es instable, a-t-elle dit presque avec désinvolture. Laissez-les faire. Tu ne vas pas te défendre? Non. Ses sourcils se sont froncés. Pourquoi pas? J'ai haussé les épaules. Parce que je ne leur dois rien. Plus maintenant. Ni toi, ni maman, ni personne qui m'a vu comme un portefeuille avec des jambes. Émilie a reculé, les bras tombant légèrement. Donc, c'est ça? Tu as juste fini? Je l'ai regardé longtemps. Non, je suis juste enfin à égalité. Elle n'a pas répondu, elle est juste restée là au milieu de mon appartement, regardant autour d'elle comme si elle voulait trouver quelque chose à quoi s'accrocher, mais il ne restait plus rien pour elle ici, ni culpabilité, ni réconfort, ni même colère, juste l'immobilité de quelqu'un qui avait cessé d'attendre la fermeture et avait décidé de créer la sienne. Finalement, j'ai dit, tu devrais y aller. Elle a hésité, puis a hoché la tête. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers la porte. Juste avant de l'ouvrir, elle s'est arrêtée et a dit, je ne sais pas comment on se remet de ça. Je n'ai rien dit. Elle est partie, et pour la première fois de ma vie, je l'ai laissée faire. Après le départ d'Émilie, le calme dans mon appartement s'est installé comme de la poussière. Je suis resté là un moment, regardant la porte fermée, m'attendant à moitié à ce qu'elle revienne, qu'elle frappe à nouveau, qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi qui mettrait une fin différente à ce gâchis. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est partie, et j'ai finalement compris qu'elle n'était pas la seule. Ce soir-là, j'ai pris une décision, je n'allais plus faire partie de cette famille comme il le voulait. Je n'allais plus être le soutien silencieux, l'épine dorsale invisible, le portefeuille humain qu'ils appelaient seulement lorsque leur monde commençait à basculer. Je n'allais pas rester assis à attendre des excuses à moitié sincères qui ne viendraient pas. Je devais mettre fin à ça correctement, non pas dans la colère, non pas dans l'amertume, mais dans la vérité. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, je me suis assis avec une tasse de café, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé un message pas pour Émilie, pas pour maman, pas même pour la famille gonflée de Jordan. C'était pour toute la famille élargie, chaque cousin, chaque tante, chaque oncle, même quelques cousins au second degré qui ne voyaient mon nom apparaître qu'au mariage et aux funérailles. L'objet était simple, quelque chose que vous devriez savoir. Et dans l'email, j'ai tout expliqué. J'ai expliqué, sans venin, exactement ce qui s'était passé, comment j'avais financé la majeure partie du mariage, 22 000 $ au total, entre les acomptes, les frais de prestataire, les améliorations parce qu'on m'avait demandé de l'aide, comment j'avais ensuite été désinvité par ma propre famille en faveur de l'apparence, comment j'avais annulé les services qui étaient sous mon nom et légalement ma responsabilité parce qu'on m'avait explicitement dit que je n'étais pas désiré. J'ai précisé qu'il n'y avait pas de sabotage, pas de crise de colère, pas de vengeance mesquine, juste un simple retrait final du soutien. J'ai joint des reçus, des factures, des captures d'écran non pas pour me vanter, non pas pour humilier, mais juste pour montrer la réalité indéniable. Je n'allais pas laisser les parents de Jordan raconter une histoire à pleurer sur un frère jaloux sans que la pleine vérité ne soit là pour que tous ceux qui le voulaient puissent la voir. J'ai terminé l'email par ceci, je ne m'attends pas à ce que personne ne prenne parti. Je veux juste que vous connaissiez le mien clairement, calmement, et sans les années de réécriture et de manipulation qui ont trop souvent suivi des situations comme celle-ci. Je souhaite à Émilie et Jordan tout le bonheur qu'ils méritent. Je ne ferai tout simplement plus partie de cela. Puis j'ai appuyé sur envoyer et j'ai fermé mon ordinateur portable. Je n'ai pas attendu de réponse. Je me fichais de qui faisait des commérages, de qui était furieux, de qui haussait les épaules et retournait à son brunch. Je ne faisais pas ça pour les applaudissements. Je le faisais parce que, pour une fois, j'avais besoin d'être de mon côté au pas du leur. Les retombées ont été immédiates. À midi, mon téléphone s'est à nouveau allumé, non pas avec de la haine, étonnamment, mais avec des messages de quelques cousins que je connaissais à peine ou des messages calmes et privés, je n'avais aucune idée, mec. Je suis tellement désolé. Si tu veux jamais prendre un verre, fais-le-moi savoir. Je suis Team Adrien. On savait tous un peu qu'il te traitait mal. Aucun de nous n'a rien dit. C'est notre faute. Je n'ai répondu à la plupart d'entre eux.
J'ai apprécié, vraiment, mais il ne s'agissait pas de validation. Il ne s'agissait pas de tout brûler pour une foule qui applaudit. Il s'agissait de s'éloigner d'une vie où l'on attendait de moi que j'avale tout et que je fasse semblant que ça avait bon goût. Bien sûr, maman a finalement répondu aussi à un long email décousu rempli de justifications et d'excuses à moitié sincères, nous n'avons pas voulu que ça dégénère. Nous étions sous beaucoup de pression de la part de la famille de Jordan. Tu aurais dû mieux communiquer. La famille, c'est le pardon. Elle a même essayé la carte émotionnelle, tu sais que ton père aurait eu le cœur brisé de nous voir comme ça. Je n'ai même pas fini de le lire. Je l'ai archivé et j'ai bloqué son numéro. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même plus blessé. Je n'avais plus rien à lui donner. Le coup final est arrivé environ une semaine plus tard, bien que je ne le sache que lorsque ma tante Carla m'a appelé, riant si fort qu'elle pouvait à peine articuler les mots. Apparemment, la famille de Jordan, si obsédée par le statut et les apparences, n'avait pas bien pris le fait que le fiasco du mariage soit exposé publiquement non pas parce que j'avais divulgué quoi que ce soit, mais parce qu'un des invités, un cousin éloigné de Jordan, avait écrit à ce sujet sur Facebook avec des détails graphiques et humiliants. Un blog local de Pottin l'a repris, puis un média régional, désastre de mariage, une célébration de 100 000 $ se termine par un lieu vide et des invités en colère. La famille de Jordan était mortifiée, furieuse. Leur image soigneusement entretenue a subi un coup. Il a été question d'options légales, mais rien n'en est jamais résulté car, encore une fois, tous les contrats étaient liés à moi, et j'étais légalement en règle. Jordan a apparemment commencé à s'éloigner d'Émilie presque immédiatement après accusations murmurées, tensions, ressentiments. Les fissures se sont élargies jusqu'à ce que, 6 mois plus tard, il demande le divorce. Je ne l'ai pas célébré. Le divorce est laid. C'est douloureux, même lorsque les personnes impliquées sont égoïstes et superficielles. Mais dans l'intimité de mon propre esprit, j'ai reconnu une vérité que je ne pouvais ignorer, ils avaient bâti leur mariage sur le sable, sur des mensonges, sur le droit, et lorsque la marée est finalement arrivée, ils ont été choqués de ne trouver aucune fondation sous eux. Quant à moi, j'ai continué. J'ai changé de travail, j'ai quitté la ville où j'ai grandi pour une ville où personne ne me connaissait comme le frère d'Émilie ou celui qui aidait toujours. J'ai construit une nouvelle vie au plus petite, plus calme, mais infiniment plus à moi. J'ai arrêté de venir juste parce qu'on s'y attendait. J'ai arrêté de répondre aux appels qui ne venaient que lorsqu'une personne avait besoin de quelque chose. J'ai arrêté de trouver des excuses pour des gens qui ne feraient pas la même chose pour moi. Et j'ai commencé à vraiment vivre. J'ai voyagé, j'ai commencé la photographie, je me suis fait des amis qui me connaissaient non pas pour ce que je pouvais donner, mais pour ce que j'étais. Parfois, tard dans la nuit, je pensais à eux, à ma vieille famille, et je me demandais s'ils avaient jamais vraiment compris pourquoi j'étais parti, s'ils s'asseyaient autour des tables de fête avec une chaise vide manifeste et chuchotaient à quel point j'avais changé, à quel point j'étais devenu froid. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais plus probablement, ils m'ont simplement remplacé par le silence. Les familles comme celle-là sont expertes en réécriture de l'histoire. De toute façon, peu importe. Je n'étais plus leur fantôme à invoquer. J'étais libre, et cette fois, ce n'était pas parce qu'ils l'avaient permis, c'est parce que je l'ai pris, et je n'ai jamais regardé en arrière.